Bonjour. Permettez-moi d'abord d'exprimer mes plus vifs remerciements à Madame Rahma Bouakia, directrice de l'instance nationale d'évaluation. Et cela d'autant plus que c'est rare que les chercheurs invitent les bibliothécaires à parler de la recherche et de l'évaluation de la recherche. Pourtant, si on fait un tour des côtés des bibliothèques, je considère toujours que si les labos pour les chimistes sont le meilleur endroit pour voir un peu leur travail, les bibliothèques, c'est le bon terrain pour observer ce que lisent et ce que produisent les chercheurs. Donc c'est certainement, il m'a invité pour vous parler en tant que bibliothécaire et pas en tant qu'expert de l'évaluation. Donc c'est une approche, disons, pour vous parler de l'évaluation à partir du Sud, à partir de notre expérience au Sud, notamment au Maroc, sur les questions de l'évaluation de la recherche en sciences humaines et sociales. D'abord, quelques considérations générales dans le sillage de M. Yves Gingras. L'évaluation, évidemment, n'est pas quelque chose de nouveau. Il n'est pas né avec les classements internationaux des universités. C'est une tradition qui existe, on peut appeler ça un peu les usages pré-modernes, en quelque sorte, de l'évaluation, ou anciens de l'évaluation. On l'a connu dans l'activité universitaire, c'est consubstantiel à la recherche scientifique. Il faut se rappeler de ces dernières pages des revues, les revues de livres, les critiques, se rappeler aussi de toutes sortes de manifestations au niveau des universités qui se rapportent à l'évaluation. Et ce qui arrive de nouveau, l'élément nouveau, c'est que cette évaluation tend justement, comme l'a montré mon prédécesseur, à ne plus être uniquement l'œuvre des pairs, qu'on juge maintenant trop subjective, une approche trop subjective, pour s'adosser à des données quantifiables, considérées comme des données objectives. Autre élément nouveau, c'est que cette approche-là, quantifiable et quantitative, commence à devenir hégémonique, assurée par des experts et non plus par des pairs, et commence à envahir un domaine trop vaste qui va des universités, aux labos, aux programmes de recherche, aux chercheurs, aux enseignants, etc. Même chez nous, dans les secteurs des bibliothèques, évidemment, on est aussi évalué avec des indicateurs de qualité, etc. Alors, l'évaluation concerne un certain nombre de domaines qu'on connaît, évidemment, les investissements, les politiques, les structures, les acteurs, la gouvernance, etc. Mais souvent, dans nos débats, on voit que, et dans les écrits aussi, qu'on réduit l'évaluation à la mesure de la production scientifique, les outputs en quelque sorte. Autre élément nouveau, c'est que les enjeux et les usages de ces méthodes quantitatives souvent produisent des usages sauvages, pervers, qui engendrés par cette vague, ou ce que M. Gingras appelle cette fièvre, qui est en quelque sorte le transfert de l'idéologie néolibérale, ces techniques de management dans le milieu de la recherche et des universités. Disons qu'à partir des années 2000, on ne s'attendait pas, la vague a atteint les rivages du sud de la Méditerranée, et on a reçu en quelque sorte cette pratique, notamment à partir des années 2000, en tout cas de notre expérience au niveau de la bibliothèque dans laquelle je travaille et que je dirige, à la Fondation à Casablanca. Une demande nouvelle qui vient du public et du privé, à laquelle nous devons faire face notamment, et qui nous demande d'adapter la base de données qui, au départ, était pour servir les recherches, pour faire des recherches bibliographiques, commence à devenir une base de données sollicitée pour faire des travaux, répondre à des besoins bibliométriques. Pourquoi on a demandé à une base de données de la Fondation d'assurer l'infrastructure, en quelque sorte, ou l'usine de production des informations? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'au Sud,
notamment dans le domaine des sciences humaines et sociales, nous n'avons pas les indicateurs classiques. Nous n'avons pas de revues classées dans des index internationaux. Donc si on essaie de faire l'évaluation de la recherche à partir que de ces revues, aujourd'hui, à part Espéris de la faculté des lettres de Rabat, nous n'avons pas encore ce deuxième élément. Nous n'avons pas évidemment aussi ces indices qui mesurent la performance des auteurs, puisque beaucoup de nos auteurs, la majorité de nos auteurs ne sont pas sur ces index-là. Et tout à l'heure, on parlait justement on va aller sur des index de ce genre. Vous savez, par exemple, quelqu'un comme Mohamed Abdel Jabri ou Abdallah Al-Alwi, des auteurs marocains qui ont carrément impacté depuis 4 décennies la recherche, la réflexion, les débats sur l'islam et le monde arabe. Vous n'allez pas les trouver, mais vous allez trouver un article en anglais de 20 pages sur l'islamologie. Ce qui, évidemment, pose problème au niveau de l'évaluation quantitative dans le domaine des sciences humaines et sciences sociales. Là aussi, au Maroc, c'était une pratique courante comme ailleurs, mais c'était une pratique individuelle, informelle, assurée par les pairs, comme on l'a dit. Le retard de l'introduction de ces entreprises d'évaluation systématique, on connaît les causes évidemment, c'est arrivé parce que les lenteurs des processus d'institutionnalisation de la recherche, on connaît ça dans l'ensemble du monde arabe, les faiblesses de structures de documentation et de bibliothèques, parce que pour faire des études quantitatives, il faut avoir des datas, des bases de données solides, avec évidemment des échantillons élaborés sur la grande durée et qui permettent de faire des analyses sur de longues échelles de l'activité intellectuelle et des changements que connaissent les disciplines et les recherches. Disons qu'à partir des années 2000, de nombreuses études vont se faire, notamment au Maroc, en raison justement de cette dynamique de réforme de l'enseignement supérieur, le fait qu'on veut aussi adhérer à ces classements, les classements des universités sur le plan international, et aussi, il faut dire que cette culture de l'évaluation se diffuse, évidemment ça se diffuse dans l'entreprise d'abord, puis ça atteint le secteur de la formation et de la recherche. Je vais vous parler des trois, il y en a d'autres, mais les trois plus importantes opérations d'évaluation des sciences humaines et sociales au Maroc qui ont sollicité notre base de données à Casablanca. Évidemment, on a été d'abord sollicité par des chercheurs étrangers avant les chercheurs marocains, mais on est arrivé quand même à imposer cette base de données aussi pour la recherche locale. D'abord, la première évaluation s'est faite en 2002 et ce sont des chercheurs de l'ERD en France, en réponse évidemment à une demande du service culturel français de l'ambassade de France, et c'était des sciences humaines et sociales au Maroc, repère de leur composition et production. Les sciences humaines, la deuxième c'est en 2007, ce sont les sciences humaines et sociales au Maghreb, et c'est de bibliométrie, parce que cette base de données de la Fondation, évidemment, il élabore une base couvrant l'ensemble des 5 pays du Maghreb, ce qui se produit au Maghreb, et c'est ce que se produit sur le Maghreb, ce que produisent les Maghrébins en général. La troisième étude, c'est une commande du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur au sociologue marocain Mohamed Sharqawi, et c'était sur le corps enseignant-chercheur, le corps des enseignants-chercheurs en sciences sociales et humaines et leur production intellectuelle. L'échantillon de la Fondation a été utilisé dans les 3 cas pour élaborer des analyses bibliométriques concernant la recherche marocaine. La différence entre l'approche de Mohamed Sharqawi et les deux autres, c'est que l'élément bibliométrie dans l'approche de Mohamed Sharqawi n'est qu'une composante de l'évaluation, puisqu'il y avait aussi une enquête par questionnaire, il y avait aussi des rédactions de rapports sur une dizaine de disciplines par les pairs, et il y avait toute une série de travaux sociologiques, de sociologie de la production intellectuelle, qui étaient faits parallèlement à la base
à la consultation de la base de données. Quels sont les renseignements qu'on peut tirer de ces trois expériences? D'abord, un élément qui saute aux yeux, c'est que les experts internationaux qui ont fait les deux premières évaluations évaluent une production intellectuelle qui est à 75% est en langue arabe. Ils ne connaissent pas un mot de la langue arabe. Deuxième chose, ce sont des approches quantitatives qui, évidemment, cumulent un peu les critiques connues dans le milieu scientifique sur la recherche bibliométrique ou l'usage de la bibliométrie dans l'évaluation. D'abord, ils se sont concentrés sur les aspects quantitatifs, ce que permet la base de données, une grande négligence des contenus, des débats, des problématiques de la recherche, puisqu'elle est en langage. Une approche souvent descriptive et, évidemment, les difficultés concernant le contexte de la recherche, comment se fait la recherche, les pratiques, les conditions de la recherche, ce qui, à la fin, redonne une évaluation qu'on peut appeler tautologique. C'est-à-dire, vous allez voir ce que vous connaissez déjà. Il y a tant d'articles, il y a tant de livres, il y a tant de thématiques, etc. La troisième approche, elle est beaucoup plus instructive pour nous et pour les politiques publiques en matière de recherche, puisque là, nous avons un dispositif complexe qui fait évidemment le travail bibliométrique nécessaire, mais qui fait aussi de la sociologie, de la production et de la circulation des biens intellectuels. Il s'adosse aux avis du père, il fait de la sociologie des enseignants et de la production de la recherche au Maroc, il dégage évidemment des leçons à partir de cette expérience qui peuvent intéresser le décideur politique en matière de recherche. Pour ne pas parler comme ça dans l'abstrait, je vous donne une idée de ce que peut donner cette bibliométrie à partir de bases de données de la Fondation. Et voir aussi une idée de la configuration ou la cartographie de la production intellectuelle marocaine aujourd'hui. Cette base de données, évidemment, il offre accès à quasiment 1 million de données dans l'ensemble, mais pour ce qui est du Maghreb, on est à peu près à 300 000, et dans le Maghreb, il y a le Maroc avec sa production, plus de 106 000 enregistrements depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, il y a dans cette partie-là aussi l'aspect sciences sociales. Vous regardez bien le tableau, il vous montre une production intellectuelle qui a doublé ce qui existait depuis l'indépendance à l'an 2000. Rien qu'en 17 ans, depuis 2000 à 2017, le volume a doublé. Donc c'est une production intellectuelle jeune qui est en expansion aujourd'hui. Alors si c'est une production jeune, dans quel sens elle tend, vers quelle évolution elle est en train de partir? C'est une production en sciences sociales et humaines qui est essentiellement en langue arabe, 72,40%. La production francophone, pour les gens qui ont travaillé dans le domaine des sciences humaines et sociales, qui jusqu'aux années 60-70 était quasiment constituée la moitié, sinon plus, de la production marocaine, aujourd'hui, elle est réduite à 24%. Et si vous passez dans d'autres domaines comme la création littéraire, le roman, la poésie, etc., elle est de l'ordre de moins de 10%. Donc, production essentiellement arabophone. Cette production, évidemment, il est dans les formats divers. Ce n'est pas comme ce qui se passe dans les index internationaux concentrés sur les articles. Ici, le livre continue à jouer un rôle important puisqu'il est présent avec 23%, sinon 23,5%, les articles de revue, évidemment, et aussi les contributions dans les colloques, dans les ouvrages collectifs, qui sont très importants dans la tradition de publication et les pratiques de publication des chercheurs marocains. C'est aussi pour une publication qui est loin d'être paritaire, puisqu'on est quasiment à 88% une production masculine, séquelle du système éducatif, des retards en matière, évidemment, de scolarisation au Maroc. C'est aussi des publications
essentiellement locales. Ce qui se publie en sciences humaines et sociales se publie au Maroc à 73%, accessoirement au Moyen-Orient, mais c'est une tendance qui est en train de monter depuis maintenant une quinzaine d'années, 23% dans le Moyen-Orient et les pays du Golfe. Il y a beaucoup de revues qui attirent maintenant des chercheurs marocains, et de moins en moins dans le monde occidental et hors du monde arabe, nous sommes à 3,27%. C'est aussi une recherche, une publication qui a comme objet d'étude le Maroc, puisque c'est une production dont les thématiques tournent autour des questions culturelles, historiques, économiques, etc., marocaines. Donc elle est une production locale en termes de publication, mais aussi en termes de thématiques scientifiques, et seulement 29,17 qui s'occupent de thématiques externes à la zone géographique Maroc. C'est aussi les articles se font dans les revues marocaines, c'est pour ça qu'on ne les retrouvera pas dans d'autres systèmes de recherche. À 84,46, ce sont des articles publiés par des Marocains, et nous commençons à constater un phénomène extraordinaire pour des bibliothèques qui investissent des millions pour s'abonner dans des serveurs internationaux, avoir des revues internationales de toutes les disciplines, et vous avez à peu près 85% des étudiants qui ne demandent que des revues marocaines. Ça aussi, c'est l'autre aspect de la formation, l'impact sur la formation dans nos bibliothèques. Donc, la tendance nette qui se dessine, c'est qu'il y a une migration vers des revues du Moyen-Orient, mais on reste dans l'élément arabe linguistiquement, et très peu, évidemment, dans les revues internationales et à l'extérieur. Les thématiques, les disciplines qui sont les mieux travaillées, ou les plus travaillées plutôt, par les chercheurs, on les voit, ils sont des classiques. C'est évidemment tout ce qui touche à la société, les 4 grandes disciplines, le droit, l'histoire et l'islam. Et il ne reste que 2 domaines où le français est encore une langue dominante. C'est tout ce qui pas touche à l'homme, mais aux choses et aux objets, c'est l'économie et le management. Donc, qui reste les 2 disciplines, on a une production francophone. Qu'est-ce que permet cette base de données? Parce que pour utiliser ces éléments quantitatifs, il faut savoir à quel moment s'arrête l'usage de ces données quantitatives. Évidemment, ces bases de données permettent accès à toutes les publications, puisque nous avons aussi bien les articles que les revues, que les contributions. Ça permet, une base de données comme ça, d'éviter les biais linguistiques et culturels que j'ai évités, que vous avez des ouvrages ou des auteurs qui ont un impact considérable alors qu'ils ne sont pas présents sur les index internationaux. Ça nous donne une autonomie de la production de l'information bibliographique pour usage d'évaluation et aussi d'évaluation de la recherche. C'est une base de données qui couvre une période assez importante pour voir les grandes tendances de l'activité intellectuelle marocaine et par-delà le Maroc maghrébin. Et il nous donne évidemment une série de clés qui sont très importantes, qui sont classiques et connues pour faire des recherches croisées. Et ça permet quelque chose de nouveau que nous avons constaté avec l'étude de Mohamed Charqaoui, c'est que vous pouvez arriver avec une liste de professeurs des universités. Vous pouvez choisir soit une université, soit l'ensemble des universités marocaines, choisir une discipline, par exemple la sociologie ou l'histoire, et soumettre la liste à la base de données pour avoir une distinction considérable et qui est très importante et qui donne énormément d'informations. C'est que Mohamed Charqaoui, avec une liste de 1600 professeurs de sciences humaines et sociales, il a fait la comparaison entre la production des enseignants-chercheurs et la production de non-chercheurs, non-enseignants. Et ça donne énormément d'informations sur ce qui est commun, ce qui ne sait pas, etc. Et jusqu'à quel point l'autonomie du chercheur, l'autonomie des disciplines de recherche est réelle ou elle n'est pas réelle, est-ce qu'il existe une communauté scientifique ou pas. Et toutes ces données sont d'ordre sociologique qui peuvent évidemment informer celui qui travaille sur la recherche en sciences sociales.
Ça donne aussi une idée sur la production intellectuelle des pays, au-delà des sciences humaines et des sciences sociales, puisqu'il y a les autres aspects concernant la production technique des avocats, des juristes, des fiscalistes, etc., qui ne relèvent pas souvent de la recherche pure, mais qui sont aussi importants. S'ajoutent à ça les éléments, évidemment, littéraires, la production littéraire qui est très importante également en termes d'impact social. Ce qui ne permet pas ce genre de base de données, évidemment, c'est que nous ne pouvons pas offrir les moyens de recherche actuellement qui se basent sur les éléments de facteurs d'impact ou qui se basent sur les citations, ne sont pas encore à ce stade-là, mais ce sont des choses qui vont se développer avec les nouvelles normes de travaux en bibliothèque qui feront de nos catalogues des catalogues, sortes de catalogues Google, où vous pouvez faire des recherches de toutes sortes, des croisements de toutes sortes, et c'est une évolution que connaissent aujourd'hui les bibliothèques et les centres de documentation. Ce que ne permet pas aussi ces moyens quantitatifs, c'est de donner un jugement, une idée sur le contenu des documents. On peut voir les tendances, on peut voir les grandes répartitions, mais pas le contenu, pas la qualité intellectuelle et scientifique des textes. On ne peut pas produire une intelligibilité des conditions et des enjeux de la production, peut-être des indices, des signes, mais pas un jugement. Et évidemment, les limites de ces métadonnées que nous produisions régulièrement ne font que réaffirmer ce qui a été dit, la nécessité des comités de pairs qui sont des connaisseurs de la discipline et qui, eux seuls, peuvent étudier cette deuxième partie qui est la plus importante de l'activité d'évaluation et de la recherche scientifique, la vie éclairée de ceux qui connaissent le domaine. En guise de conclusion, M. Yves Gingras met à juste titre dans ses ouvrages l'accent sur le danger de formatage et d'homogénéisation que les classements internationaux font peser sur la production intellectuelle mondiale, et notamment en sciences humaines et sociales. Certes, dans le domaine des sciences exactes, ça peut être très utile de faire cette homogénéisation, mais en sciences humaines, il y a beaucoup de dangers, puisque ça va faire disparaître énormément de travaux qui sont liés à des objets locaux, à l'intelligibilité de la société elle-même, de la culture, de l'histoire de régions entières. Puis il y a l'élément linguistique qui est fondamental dans ce domaine. Mais il y a un autre excès, un autre danger. C'est celui que nous révèle l'état de la recherche marocaine à partir de ce que nous pouvons voir dans une base comme la base de données de la Fondation, c'est l'excès de localisme. Une certaine forme de provincialisation de la recherche. C'est dangereux là aussi quand tout le monde ne travaille que sur l'histoire du Maroc, sur le 19e siècle, sur les mêmes problématiques locales, sans avoir la possibilité aussi de travailler sur des questions externes, des questions lointaines et la confrontation avec les autres tendances et les autres méthodologies de recherche. Évidemment, vous comprenez les raisons de ce provincialisme et de ce localisme excessif. L'arabisation de l'enseignement des sciences humaines et sociales a contribué sans doute, mais n'est pas la seule. L'éloignement des jeunes chercheurs marocains par rapport aux universités étrangères et le fait de rester prisonniers parfois d'un certain milieu universitaire, leur amarrage de plus en plus fort auquel il faut faire aussi attention et voir quel est son impact positif et négatif dans les revues au Moyen-Orient et dans les pays du Golfe. Donc voilà, le danger il est double. Un danger de mondialisation, d'homogénéisation de nos façons de travailler, de nos objets de recherche. De l'autre côté, un danger de localisme et d'enfermement sur des problématiques locales. Éviter les deux risques, développer une recherche nationale à la fois ancrée localement et participant aux grands débats scientifiques internationaux. À mon sens, c'est aujourd'hui le grand défi de la recherche au Maroc. Et merci.